Bonjour, je suis Carole Bouchonnet, diététicienne et voici mon index ABC. Santé, alimentation, diététique, les troubles du comportement alimentaire, les fameux TCA, on va parler de tout ça avec notre invitée Carole Bouchonnet. Bonjour Carole. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous parler de cette thématique. J'avais presque envie de vous demander si c'était le mal du siècle. Les troubles du comportement alimentaire. Ça pourrait l'être si on pense que le mal du siècle, c'est le stress. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser pour beaucoup que 90 à 95% des maladies chroniques sont en lien avec le stress. Et c'est vrai que les patients que je vois depuis une dizaine d'années, on ne peut pas faire abstraction du stress et du coup de comment on va réguler, comment on va, j'aime pas le terme gérer, hein, mais comment on va pas subir le stress. Et c'est même devenu presque une norme. Si on n'est pas stressé, c'est peut-être pas normal aujourd'hui. Ouais, et alors la difficulté aussi, c'est que c'est presque tombé dans une sorte de banalité que de dire on est stressé. Exactement. Alors il y a différents degrés de stress, mais tout le monde l'est. Et puis ça. c'est presque devenu quelque chose d'assez commun. Ouais, complètement. Bizarrement, étrangement. Ouais. Alors évidemment, tout cela joue sur notre comportement, sur nos attitudes face à l'alimentation en particulier. Et vous vous êtes spécialisée depuis quelques années maintenant, puisque vous êtes diététicienne. Et vous dites en finir avec les fameux régimes et enfin retrouver la paix. Alors, si vous saviez sur cette thématique tout ce qu'on entend, tout est son contraire, et des gens qui ont fait des études, qui sont parfois estampillés médecins, et qui vous disent tout est son contraire. Ça vous agace, ça, aujourd'hui ? Alors, ce qui est chouette aujourd'hui, comme ça fait 12 ans que je suis diète, je dirais que ça m'agace plus. Que c'est trop d'informations tue l'information, qu'effectivement, en 12 ans de temps, il n'y a plus de repères, il y a l'hyperconsumérisme. Il y a 12 ans, quand je m'étais installée, je disais on était dans un monde d'abondance alimentaire. Maintenant, je dis hyper-abondance. Tout est devenu hyper. Et du coup, il y a le marché du régime, il représente à peu près 65 milliards d'euros, je crois. C'est un business. C'est un business. Et c'est ça on nuit vraiment à la santé physique et psychologique des personnes, quoi, en faisant croire que les régimes sont la solution. Ouais, et vous détestez ce mot régime. Ah ouais, le régime. Et je vais même plus loin parce qu'on a réussi à maquiller le régime en rééquilibrage alimentaire. Ouais, même ça, c'est trop. Ah oui, parce qu'un rééquilibrage alimentaire, si on dit à quelqu'un il faut que vous mangiez ceci, cela, on pose des conditions, on continue de mettre la personne dans une posture passive, hein, et le rééquilibrage, il est souvent, c'est un terme, mais pour moi c'est un régime. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'équilibre alimentaire, mais on en parlera peut-être parce que c'est que notre corps, lui, il aime l'équilibre. Alors vous parlez donc, pour le coup, pour compenser cette information, voire désinformation, d'équilibre alimentaire ? Quand vous parlez à vos patients, vous leur parlez plus d'équilibre alimentaire ? Dire retrouver un équilibre alimentaire plutôt que de dire vous avez un déséquilibre alimentaire ? Je ne parle pas d'équilibre justement parce qu'ils en peuvent plus. Ok. Qu'est-ce que vous leur dites alors ? Parce qu'ils ont tout essayé, ils ont essayé l'équilibre alimentaire et je dis, je crois que l'équilibre alimentaire, il est vendu dans l'inconscient collectif comme le mangeur parfait. C'est-à-dire qu'on a réussi à penser que si on mange parfaitement bien équilibré, eh bien, on va vivre en bonne santé jusqu'à la fin de nos jours, et on a tous envie de vivre en bonne santé jusqu'à la fin de nos jours. Mais l'équilibre alimentaire tel qu'on l'entend, avec des injonctions, faut que les patients, ils ont essayé. Ils ont essayé des régimes en mangeant équilibré. Mais ça marche pas forcément sur le long terme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une étude en 2010 qui avait comparé les 4 plus grands régimes, donc l'équilibre alimentaire avec des professionnels de santé, les régimes hyperprotéinés, les régimes où on va enlever beaucoup de sucre et les régimes où on va enlever beaucoup de lipides. Ces 4 grands régimes-là ont le même taux d'échec, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, 80% des personnes ont repris tout leur poids. Wow. Et au bout de 3 ans, 95%. La reprise de poids, elle va être associée en plus avec des pulsions alimentaires, avec des troubles de l'estime, de la confiance, qui sont déjà à la base
la difficulté dans le profil. Mais alors ça veut dire, Carole, quand on vous écoute, qu'avant d'engager une quelconque, j'allais dire, refonte, transformation ou prise de conscience, le psychologique fonctionne avant tout. C'est là-dessus qu'il faut retravailler, avant même l'action dans l'assiette. Exactement. Moi, c'est exactement ce que je propose. C'est-à-dire que j'aime bien dire que quand je prends en charge les patients, je vais les prendre en charge dans leur globalité. Je vais prendre l'être humain. Et ce qui me passionne, moi, c'est la relation qu'on a avec soi. Et la relation qu'on a avec soi, après, elle va se répercuter sur notre alimentation, la relation à l'aliment, la relation à l'autre, quel que soit l'autre. Et dans le E de l'être humain, au centre, je mets le cœur, parce que c'est le premier organe qui, dans l'embryogenèse, prend vie. Et les besoins émotionnels sont hyper importants, ils sont au centre. Après, la barre du bas, il y a les besoins du corps, l'énergie et les nutriments, hein, l'essence, et puis la qualité de ce qu'on va manger. Et puis le chef d'orchestre, effectivement, tout en haut, c'est le cerveau, avec ses caractéristiques maintenant, avec les neurosciences, où on sait beaucoup de choses. C'est vrai. Avec le reptilien et le limbique qui vont gérer justement tous nos besoins physiologiques et émotionnels. Et puis, je fais souvent un trait. Et puis, le troisième cerveau, le néocortex, là où il y a notre monde de croyances, la personnalité, tout ce mental qui est très souvent à l'origine il empêche l'accès au corps et à revenir au corps. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est le psychologique qui va être important. Qui va être important. Ouais. Donc, comment se travaille votre démarche? Une personne qui prend contact avec vous, d'abord, c'est qu'elle a pris conscience qu'effectivement, il y a un problème. Ouais. En tout cas, qu'elle veut changer quelque chose. Je suppose qu'on doit vous dire « j'ai tout essayé ». Ouais. La plupart du temps, c'est ce qu'on se dit. Et vous commencez par quoi? Alors, souvent, les patients, j'ai remarqué, il y a 3 phrases, mais c'est dingue parce qu'il y a encore 15 jours de ça, quand j'ai entendu une patiente arriver, des fois je me dis comme ici, il doit y avoir des caméras, parce que les personnes, j'ai l'impression qu'elles me disent toutes la même chose. Ils se répètent tous, ouais. Et les premiers mots, souvent, alors je leur demande comment je peux leur être utile, et là on me dit, d'abord les personnes se regardent avec un regard très très difficile pour moi à observer, puisque je vois déjà le mal-être de la personne, et elles me disent, c'est souvent ces phrases-là. Je me sens mal, je me supporte plus et je mange mal. Donc déjà là, moi, je repère la culpabilité, la honte, le mal-être. Et alors quand je leur demande, ça serait quoi se sentir bien? Et là, très souvent, je sais pas. Parce que c'est vrai que les personnes savent pas. Elles veulent se sentir bien, mais quand on est dans la lutte fait qu'on va pas se poser les questions qui vont aller vers un mieux-être. Ouais, vers ce qu'on a envie en tout cas. On reste dans notre lutte. En tout cas, ils font pas un focus en vous disant la première chose, je veux perdre du poids. Ça irait mieux si je perdais du poids. Ça vient après. Okay. Et souvent, moi, j'éclaircis justement l'objectif. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et très souvent, beaucoup de patients, ils sont tellement en lutte que, en tout cas, puis maintenant, moi, c'est vrai que depuis que je bosse, les médecins qui vont m'adresser des patients savent qu'ils vont m'adresser des patients qui n'en peuvent plus de faire des régimes. Ouais. Hein, quelqu'un qui voudrait être dans le contrôle, faire un régime. D'ailleurs, moi, si on me téléphone et qu'on me dit je veux perdre 5 kilos dans le mois, je dis moi, c'est pas ce que je fais. Je donne des noms de collègues éventuellement qui travaillent comme ça, mais je le fais pas. Donc, je crois que c'est la première, pas objection, mais peut-être le manque de motivation qu'il peut y avoir, c'est le fait que l'accompagnant, diététicienne en l'occurrence pour vous, ne pourra pas vous promettre des choses sur du court terme. Et ça, c'est très démotivant. C'est-à-dire qu'on a tellement envie d'avoir quelque chose et un résultat rapide que vous prévenez en disant il faut oublier ça. Mon expérience, elle montre que, et ça, je trouve ça très chouette, c'est que je me pince en me disant putain, mais oui, Carole, t'arrives à aider des gens à mincir sans que tu leur aies dit ce qu'ils doivent manger. Je fais pas de trame alimentaire. En 12 ans, j'ai dû en faire 3.
Oui. On n'est pas obligé de vous faire un petit rapport avec tout ce qu'on a mangé au petit déjeuner, au déjeuner, la petite collation de 10 heures. Ah non. Mais non, parce que je me suis dit, quand je suis devenue diététicienne, ça fait 12 ans, j'étais pas la première diète. Si ça marchait de faire ça, si ça marchait sur le long terme, et puis si ça rendait les gens heureux. Ça saurait. Voilà, ça se saurait. Et du coup, au fur et à mesure, quand on vient me parler de l'histoire, des patients me parlent de leur histoire, ils ont fait ça. Alors, je remets jamais en cause la personne qui a prescrit ces outils. Mais en tout cas, moi, je procède pas comme ça. Et du coup, j'ai vu des personnes s'alléger assez rapidement. J'ai des patients qui vont perdre... là, j'ai un petit jeune homme qui a 35 ans, qui pèse à peu près 135 kilos. Et là, en 3 consultations, donc entre la première et la deuxième, il y a 15 jours, après un mois, il a déjà perdu 5 kilos. Et il est pas dans le contrôle. Je lui ai pas dit ce qu'il fallait qu'il mange. On a travaillé sur reprendre contact avec les sensations de faim, le corps, faire des expériences. Donc, on peut s'alléger vite. Le problème de perdre vite, souvent dans le monde du régime, de l'équilibre alimentaire. Ouais, on reprend vite. Ouais. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que ça dépend comment on perd vite. Moi, je m'assure, quand j'ai des patients qui perdent vite, ils vont perdre vite, mais ils sont hyper heureux, quoi. Il n'y a pas la petite phrase derrière. Les patients qui ont fait des régimes et puis qui perdent vite, ils savent qu'ils vont reprendre. Pourquoi? Parce que quand on les interroge, ils vont nous dire, puis on le sent bien, à quel prix, quoi. À quel prix? Et puis, donc le matin, je me lève, il faut que je mange ça à midi. Alors j'ai mangé ça à midi, il faut pas que je mange ça ce soir. Ok, donc je tiens. Alors tu te pèses, ok, ah super, t'as maigri, donc t'es contente. Tu dis, mes efforts, ils payent, mais les efforts, la volonté. Je me souviens d'un psychiatre quand on s'est formé qui nous disait que la volonté c'était une denrée périssable. Et plus tu vas utiliser la volonté pour un acte physiologique, biologique, qui est la notion de plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est à chaque fois qu'on mange. C'est pas une fois de temps en temps. Et le contrôle qui va faire que quand tu vas maigrir vite, si le seul résultat, c'est le poids sur la balance, il y a une petite voix en toi qui te dit « Ouais, mais pourvu que ça dure ». Et ça... C'est tellement vrai. Ouais. Et j'ai plein de patients qui arrivent à mincir, et puis, donc, sans trame, et ils me disent « Pourvu que ça dure ». Alors, j'ai compris aussi qu'on était remplis de phrases automatiques. Et alors, je leur dis « Pourvu que ça dure ». Alors, j'explore avec eux, elle vient d'où cette part? C'est la part c'est la peur, de reprendre du poids. Et en fin de compte, quand ils réexplorent en eux comment se passe leur quotidien, ils sont OK, quoi. Et je leur dis, c'est un jour à la fois. On se lève le matin, qui j'ai envie d'être, qui je suis, quel est le mangeur que j'ai envie d'être, et un jour à la fois. On a le sentiment qu'au-delà de votre expertise professionnelle, il y a une grande dimension spirituelle quand même, dans votre approche. En tout cas, de développement personnel, développement de l'être-té, qui consiste à dire de reprendre conscience de qui on est réellement, de ce dont on a besoin, en tout cas, ce que l'on aspire à avoir. Exactement. C'est spirituel. Et spirituel, pour moi, c'est la vie, c'est oui. Qui on est. Et c'est exactement ça. Quand les patients arrivent, ils n'ont pas encore touché leur être. Leur être, je dis souvent, il frappe là, il dit, et le corps, il dit à travers la douleur, il dit, mais écoute-moi. Mais le mental, il est pris dans les peurs. Souvent, les régimes, on n'en parle pas suffisamment. Pourtant, on nous abreuve. Hein. Ouais. Mais ce qu'on ne parle pas suffisamment, c'est ce que j'allais vous dire, c'est les effets secondaires du régime. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, il faut que vous mangiez ça, si on donne des quantités ou pas, alors il y a des personnes qui disent des poignées, des trucs. Ouais. Donc du coup, on est toujours, on se connecte pas à l'essentiel, au corps. Et la restriction calorique va entraîner ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire un contrôle mental sans arrêt. Quand tu veux mincir, tu contrôles ton alimentation pour maigrir. Une fois que tu as atteint ton poids, tu continues de contrôler pour pas grossir. Et l'envahissement psychique de l'extérieur, il se voit pas. On voit des gens qui ont fait des régimes, ils sont super, ils ont maigri, mais on se rend pas compte de leur monde intérieur. Moi, je vois les patients. Si les régimes, ça marchait, 80% des patients qui viennent me voir ont
comme vous le disiez tout à l'heure, ont tout essayé. Et les régimes, la restriction cognitive, c'est usant, c'est une lutte permanente. Et du coup, ça en prévient pas assez, je trouve, aujourd'hui, les générations. Que mettre le pied dans le contrôle du régime, mais souvent, ce qui est délicat, c'est que la personnalité qui va faire un régime, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un tel enjeu, il y a une pensée magique qui a pris le dessus dans le cerveau, qui a dit « Quand tu seras maigre, mince, tu pourras rencontrer quelqu'un, avoir un nouveau métier, machin. » Et si, la pensée magique, on appelle. Et celle-ci, c'est souvent la petite dictatrice en nous qui va vendre du rêve. Et donc, il y a déjà du contrôle, et le régime, il fonctionne bien chez les gens qui sont déjà dans le contrôle. Et c'est le côté que je trouve vicieux, hein, c'est pas la personne, c'est le régime qui va l'être. Parce que là, et puis quand on aime le contrôle, moi je suis une femme qui était une ancienne jeune femme contrôlante, quand on est contrôlante, faire un régime, on adore, hein, parce qu'on se met, puis quand on fait un régime, on le fait pas, très souvent, il y a des grandes souffrances, hein, en amont. Donc, ça va être l'idée de si je réussis à mincir, j'aurai plus de souffrance. Et j'observe que ça amplifie la souffrance, le régime. Oui, c'est souvent l'effet inverse, oui. Et du coup, pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à l'être-té, c'est vrai que le mental, il empêche l'accès au corps. Et quand on rejette notre corps, on vit pas avec. On vit pas, on a l'impression. On a un corps, mais on l'habite pas. Et c'est vrai que du coup, dans ma consultation, dans la discussion, je vais revenir sur les fondamentaux, je vais reparler de la régulation physiologique, de comment on fonctionne en fin de compte, comment l'être humain il fonctionne. Et que notre corps, il est en permanence en recherche d'homéostasie. J'adore ce mot, homéostasie. L'équilibre. Et l'équilibre, il est fait de déséquilibre. Et l'équilibre qu'on nous vend dans notre société, manger équilibré, pour les patients, ce que j'ai observé, c'est que c'est quelque chose de fixe. Le mental, il agit de manière linéaire. Et du coup, le jour où je mange équilibré, je suis quelqu'un de bien. Et le jour où je mange pas équilibré, voilà, je suis quelqu'un de mal. Et alors que dans nous, je dis souvent aux patients qui viennent me voir, il n'y a pas de bien ni de mal en nous. Il y a une envie de manger. Et maintenant, je trouve que la société, les aliments, on a créé une dualité dans les aliments, quoi. Et je dis souvent, oui, il y a des mauvais aliments, il y a des aliments, mais c'est l'homme qui les a créés. Mais il y a maintenant les patients, s'ils mangent bien, ils vont avoir de l'estime. S'ils mangent mal, et ça c'est juste insupportable pour eux à vivre. Et du coup, c'est retrouver, je dis souvent en ce moment, retrouver la patronne ou le patron qui est en nous. Qui est en vous. Ouais. Qui est en nous tous, et qui va permettre après d'être à l'écoute de nos besoins. Donc ça veut dire qu'il y a dans votre approche et dans votre accompagnement déjà c'est presque une rééducation. La première phase, ça passe par une phase de rééducation, de discussion, d'échange, de compréhension. Tout à fait, ouais. La première consulte, elle dure à peu près 1h30, on voit pas le temps passer. Et je me suis formée au TCC de 3e vague, l'ACT, les thérapies d'acceptation et d'engagement, il y a quelques années, au tout début. Et dans l'écoute, dans l'approche avec le patient, on va faire naître ce qu'on appelle le désespoir créatif. C'est-à-dire qu'un patient qui vient et qui me dit qu'il a essayé des régimes, je vais pas passer, je vais dire ok, comment ça s'est passé, et puis souvent ils en ont refait un autre, etc. Donc il y a déjà une écoute, le patient il se sent entendu. Et après, je vais lui parler de comment fonctionne la régulation de notre corps et pourquoi le régime il n'a pas fonctionné. Parce que ce que j'ai observé, c'est que très souvent, dans 100% des cas, les patients qui ont repris du poids, ils se culpabilisent. On ne remet jamais en cause le régime. On dit toujours aux personnes que vous avez mal mangé. Ah bah oui, mais là, vous avez fait des écarts. J'ai horreur de ce terme, écart. Pour moi, écart, déjà, dans le monde du régime, c'est tout de suite culpabilité. Alors, pas le mot régime, pas le mot écart, pas le mot rééquilibrage. Ouais.
Si, rééquilibrage, mais pas alimentaire comme on l'entend, D'accord. 5 fruits et légumes, etc. Bien sûr que notre corps, il aime les fruits, les légumes, mais il faut que ce soit lui qui le demande. Ça, c'est un argument purement marketing, ça, le 5 fruits et légumes? Purement marketing, je sais pas, je me souviens quand j'ai fait mes études de diète, ce qu'on nous avait dit au tout début du PNNS, il y a plus de 25 ans, je pense, on s'était aperçu qu'effectivement, on mangeait pas suffisamment de fruits et légumes. Donc, il me semble que c'est de manière arbitraire qu'on a dit. À l'époque, c'était pas 5, c'était au moins 10 ou 15. Après, ils ont fait une étude d'observation, ils se sont aperçus que 10 ou 15, c'était très difficile. Oui. Et le chiffre 5, ça a été de manière arbitraire. On se dit, il faut mieux demander de manger plus pour avoir... Mais moi, je remets pas en cause l'équilibre alimentaire. Ce que je remets en cause, c'est qu'on ne laisse pas le patient retrouver son autonomie et son écoute. Et je dis que notre corps, il sait mieux que notre tête ce dont il a besoin. Sauf que quand vous êtes dans cet état de faiblesse et donc dans cet état psychologique extrêmement perturbé, et encore une fois, je sais de quoi je parle, vous n'avez pas cette faculté de recul pour apprendre à écouter, pour apprendre à faire ce travail d'introspection et pour être dans cette approche que vous évoquez. S'il n'y a pas votre accompagnement, on ne peut pas le faire seul. Ah ben oui, moi c'est vrai que les personnes qui viennent me voir, c'est tout de suite ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'aider le patient à aller se retrouver. Et des fois, c'est dingue, en 2-3 consultations, c'est très souvent. Parce que dans le même si, et je vous assure que j'ai des patients qui ont, comment je vais dire, alors moi je connais mes limites, dans le sens où s'il y a des pathologies, des dépressions, des choses comme ça, je vais en parler, enfin adresser des patients pour qu'on travaille en pluridisciplinaire. Mais j'ai beaucoup de patients qui sont dans un désarroi, mais il y a des patients qui n'ont jamais été écoutés, entendus. Combien j'ai de patients qui me disent, vous êtes la première à qui je dis ce que je suis en train de vous dire, et puis qui s'effondrent au bout de 5-10 minutes. Et puis, ils sont tellement écoutés et entendus, et je leur explique que le régime, ils ont repris du poids, mais c'est pas de leur faute, ils pouvaient pas faire autrement. Un régime, c'est antiphysiologique. De dire, il faut manger à telle heure, etc. Enfin, et du coup, le travail, quand on réexplique et qu'on donne une expérience et que le patient, il y a quand même beaucoup de patients, moi je trouve qu'ils sont, et heureusement, parce que sinon j'aurais arrêté de bosser, qui arrivent vraiment à se connecter et puis alors ce que j'adore, c'est que comme ils se connectent très souvent en fin de consultation, quand je leur propose comment on va travailler, donc pas de régime, etc., ils me disent tous, ah ouais, c'est pour moi ça. Et moi à l'intérieur, je me dis, ah ouais, c'est pour nous tous, c'est l'être. Si on revient aux fondamentaux, on a tout en nous. Et du coup, en 2-3 consultations, moi j'ai plein de personnes qui comment je vais vous dire, ils se reconnectent à leurs sensations, je leur explique plein de choses, mais après, ils vont devenir autonomes et puis ils continuent Oui, bien sûr, parce que c'est ça l'objectif, c'est de ne pas être dépendant, évidemment, de son thérapeute, son accompagnant de vie ou son médecin. Et ça, je trouve qu'on infantilise beaucoup. On infantilise beaucoup. Et puis, il y a information et désinformation. Et Dieu sait que, et nous, on en parle beaucoup sur une chaîne de santé et du bien-être, autant vous dire que ça fait souvent écho. Quand on parle des diètes, des monodiètes, quand on parle évidemment de ces régimes, de ce rééquilibrage alimentaire, c'est extrêmement culpabilisant et c'est parfois totalement déroutant parce qu'on entend encore une fois tout et son contraire. Et des sommités en plus qui viennent s'installer ici et qui... Donc évidemment c'est difficile. On va juste retracer un petit peu votre parcours parce qu'il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que vous venez d'une industrie qui pour le coup, alors là en termes de régime, en termes d'accompagnement, mais sous la forme des petites pilules, comme on dit, a fait fort. C'est l'industrie pharmaceutique. Vous avez travaillé chez eux pendant plus de 20 ans, jusqu'au jour où c'est plus possible. Ouais, conflit de valeurs. J'étais pas à ma place. De toute façon, quand j'ai commencé j'étais dans l'industrie pharmaceutique, déléguée médicale. J'avais 22 ans. J'ai beaucoup appris. Moi, j'étais plutôt... j'ai une âme de sauveuse. Avec l'enfance que j'ai eue, j'aurais voulu être avocate, médecin, etc. Mais j'étais d'un milieu peu aisé. Et puis, j'étais nulle à l'école parce que j'étais tellement une enfant. Je pense qu'après coup, j'ai compris que j'avais été plus ou moins dépressive quand j'étais enfant et que du coup, j'ai compris aussi qu'un cerveau qui est dans le stress, on peut pas apprendre, quoi. Et j'étais très bonne au sport. Donc, j'ai voulu être prof de sport. Je me suis rompu les ligaments et juste au moment où j'allais passer
mon entrée en fac, et vous allez voir le lien avec la visite médicale, c'est que du coup, mon rêve s'est rompu à ce moment-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en sais rien. J'ai un frère qui est à l'époque dans l'industrie pharmaceutique, et puis je connaissais pas du tout ce métier de délégué médical, et je me suis dit pourquoi pas? J'ai envie d'aider. Je vais être utile, je vais aider le médecin à mieux prescrire, ça peut être chouette. Et puis en fin de compte, je suis rentrée en 1991, déjà dans la machine du toujours plus. Enfin, j'étais pas une commerciale. Et puis la visite médicale, c'est un peu ingrat. On n'est pas des pas des commerciaux. C'est sûr. Et puis moi, c'est à la chaîne, hein. Ouais. Puis j'avais une éthique. Moi, j'avais une noblesse à faire mon travail, c'est-à-dire que et du coup, les années ont passé. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai été quand même, à l'époque, on avait des bonnes formations. J'ai touché quand même à beaucoup comment on va dire, de spécialités. Et à la fin, j'ai pas pu. À la fin, oui, ça a dû se terminer parce qu'il y avait trop de. J'étais plus à ma place. J'étais plus à ma place. Et ensuite, donc une fois que vous quittez, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'étapes, une fois que vous quittez tout cela, il y a quand même des périodes, je pense à novembre 2008. Au moment où je quitte, en fin de compte, donc c'est en 2008. Ce qui est assez intéressant, c'est que les 3 dernières années que j'ai passées en visite médicale, le laboratoire avait créé un médicament qui était un antidiabétique oral. Et le labo avait vraiment œuvré pour pas qu'il soit pris d'assaut dans l'amaigrissement. Et il avait ce bénéfice de faire maigrir, mais il avait une AMM qui était vraiment dans le diabète. Il s'est passé plusieurs choses, il a été retiré du marché, mais c'était pour dire que donc les 3 dernières années, j'ai entendu beaucoup parler du poids, etc. Et j'ai aussi malheureusement entendu beaucoup de grossophobie, etc. Et je me suis arrêtée un soir de réunion avec des médecins où là on allait leur proposer de simuler la place d'un patient dans un réseau pour aider les patients, l'éducation thérapeutique pour le diabète. Et puis là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Bon, il faut dire que déjà 1 an ou 2 ans avant, le labo nous invitait fortement à partir, alors avec des bonnes conditions, mais c'était les injonctions paradoxales. On nous demandait de travailler, mais on nous disait si vous voulez quitter le labo, il n'y a pas de problème. Donc c'était très très difficile à vivre quand même. Et puis là, ce soir-là, il y a sur 15 médecins, il y en a que 2 qui sont venus. Et là, je me suis dit, c'est possible. Je servais plus à rien. Ça faisait quelques années que je prenais sur moi. Et cette soirée-là, c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que je vais la passer qu'une diététicienne. Et le lendemain, je peux pas retourner au travail. Je fais pas un burn-out parce que je suis pas mais en tout cas, je peux plus aller au travail. Et du coup, je vais réfléchir pendant 2-3 mois. Et il s'est avéré que je me suis redemandé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai repensé à ce que j'aimais faire, à ce que j'aurais voulu faire. Et puis, j'aurais aimé être psychologue, mais à l'époque, mes enfants étaient encore petits. J'avais pas envie de partir et de les laisser, d'aller à Paris 4 ans en fac, etc. Et je me suis souvenue d'un médecin que j'avais écouté, j'avais une 30aine d'années. C'était le docteur Zarmati qui a créé à l'époque l'association du gros groupe de réflexion obésité-surpoids. Et je me souviens que ce médecin, quand je l'avais écouté, la jeune femme qui était là, elle a dit « mais il a tout compris des régimes ». Il parlait de la restriction cognitive, etc. Et je me suis dit « ah ouais, mais c'est diététicienne, j'aimerais, ça serait pas mal, diététicienne, mais comme ça. Pas une diète qui met au régime, qui dit qu'il faut faire ci, ça, pas ci, pas ça. » Et je regarde comment être diététicienne. Ok, il fallait un BTS. Pour prendre des études. Ouais. Ce que vous allez faire. Ouais, le CNED. Et là, qui vous encourage pas vraiment en plus. Exactement. Et c'est là où je me suis dit, ouais, et c'est là où il faut dire vraiment qu'il faut écouter son cœur. Quand on sent qu'il y a un appel en soi, c'était vraiment, oui, on m'a dit, il y a que 5% de réussite. J'avais 40 ans, le BTS, j'avais déjà eu un BTS action commerciale, j'avais 20 ans. Moi, je me suis dit, bon, t'en as eu un, tu peux en avoir un deuxième.
Sauf que je ne m'étais pas aperçue de... C'est un des plus durs, le BTS diététique, qui se faisait sur... au niveau de la physiopathologie, etc., il est quand même vachement lourd. Mais je me suis dit, OK, j'ai fait 6 mois une remise à niveau en maths, parce que j'étais nulle en maths, en physique, etc. Et puis après, j'ai bossé comme une dingue pendant 3 ans. Et puis j'ai réussi à avoir le Graal. Il y a une autre date qui est importante, 2018. 2018 avec un voyage qui va changer aussi beaucoup de choses. Et quand je parlais tout à l'heure qu'il y a en vous sans doute une approche auprès de votre patientèle qui est particulière, parce qu'il y a une dimension spirituelle, vous allez rencontrer une autre philosophie de vie, qui est le bouddhisme, et qui va prendre de la place avec ce fameux voyage que vous allez faire en 2018 en Inde, et qui va durer 3 semaines, et qui va changer là aussi beaucoup de choses dans votre approche. Eh ben, c'est même avant 2018. C'est en 2014. Je m'installe en 2012. Je suis à ma place. Ah ouais. Là, enfin, je suis... Là, c'est vrai que le corps, faut vraiment l'écouter. Hein. Il nous dit si on est bien là où on est. Et donc, la jeune diététicienne qui est là se dit la toute-puissance. Je vais faire maigrir tous les patients. Je me croyais empathique. Ouais. On faisait des cours. Hein. Enfin, j'avais fait la formation. Donc empathique, mais en fin de compte, j'étais hyper sympathique. J'étais sympathique, Et je vais souffrir en même temps que j'accueille les patients. Parce que il y a l'idée qu'on se fait du métier, et puis après, on va se confronter à la souffrance de l'autre, avec des histoires de vie. Et puis, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 80% de ma clientèle. J'ai peu de patients qui sont épanouis. Évidemment. Ouais. La souffrance. Ouais. Et du coup, ça va venir me faire travailler sur ma souffrance. Et que j'avais bien, je vous l'ai dit à un moment donné, contrôlante. En fin de compte, je pensais que, le monde des émotions, j'étais en mode survie, quoi, depuis toutes ces années. Je contrôlais. Et en 2014, alors que ce qui est génial, c'est que c'est vrai que mon activité, on m'avait dit, tu sais, tu vas t'installer en tant que diète, ça va mettre au moins 2-3 ans avant que tu bosses. Et puis moi, ça a été mes 3 premières années, j'ai hyper bossé. Je savais pas dire non d'ailleurs, donc puis comme j'adorais ça, je bossais, je me suis bien fatiguée physiquement, psychologiquement, mais surtout psychologiquement, au niveau des émotions. Et là, à l'intérieur de moi, dans ma vie perso, ça explose. Je me dis, si je veux continuer ce travail, il y a quelque chose qui m'appelle, il faut que je travaille sur moi. Et j'ai dû, pour devenir réellement celle que je voulais être, c'était trop douloureux. Je ne sais pas comment l'exprimer. Vous êtes partie vous ressourcer en Inde ? Non, pas tout de suite. Non, j'étais très, très en souffrance. Et c'est une amie qui me dit, mais Carole, tu devrais aller à Dagpo. Dagpo, c'est quoi ça, Babette, Dagpo ? Elle me dit, va voir sur Internet et regarde ce que c'est. J'étais l'ombre de moi-même à ce moment-là. Mais j'étais passionnée, donc avec le patient, c'est comme quoi c'est assez fou. Hein. Je regarde Dagpo et je regarde Dagpo Kagyu-Ling, donc un centre de méditation laïque près de Sarlat, à Landrevis, ça s'appelle. Et là, je vois un programme, vivre ses peurs autrement, vivre la culpabilité autrement, l'estime, la compétence. Alors je dis, par où je vais commencer ? Si je coche toutes les cases. Mais la peur, c'était la number one. Donc c'était en 2014 et je vais faire un premier enseignement. Je pars 3-4 jours toute seule là-bas et je vais entendre. Alors là, ça a été la bascule. Moi, je suis d'origine chrétienne, hein, mais la culpabilité, moi, je dis souvent à mes patients, on est perfusés à la culpabilité, quoi. Et là, je vais entendre un discours complètement différent. Je suis l'ombre de moi-même et là, j'entends des enseignements, mais j'entends, c'est presque une psychothérapie que je vais entendre. Et je vais entendre des questions qu'on nous pose que je ne m'étais jamais posées. Ok, vous voulez pas être comme ça, mais qui vous voulez être ? Et ça a été une question dans mes peurs. Et ma peur, c'était justement, j'avais peur d'être qui j'allais devenir, quoi. Mais c'est qu'il fallait que j'abandonne et que je renonce à l'ancienne.
et qui était dans le contrôle, qui était et puis ce truc au fond de moi qui me disait tu peux plus reculer, quoi. Faut que t'avances. Puis c'était trop bon ce que je faisais, donc il fallait. Et du coup, je ne comprenais rien parce que j'étais pas encore connectée à mon corps. J'entendais un nouveau discours et cette idée de pratiquer la méditation. Et là, moi, j'avais tout essayé. J'étais une nana quand même qui avait, j'allais voir de temps en temps des thérapeutes. Je travaillais sur moi. J'ai eu une enfance qui est pas facile, donc j'avais pas envie d'être une anxieuse. Je suis devenue une anxieuse. J'avais pas envie d'être dépressive. J'ai été dépressive. Mais c'est je me posais pas les bonnes questions. Et là, on me dit pratiquez, n'attendez rien et tout arrive. Alors moi, j'étais à l'intérieur. Là, la fille, elle était là. Elle se dit pratiquer, n'attendez rien, tout arrive. Alors moi, ça fait 40 ans que je mets de l'effort et de la volonté pour enfin être heureuse et être bien. Et là, on me dit juste pratiquer, comme dit le Bouddha, expérimentez, ne me croyez pas et vous verrez. J'étais au bout de ma vie, là, vraiment à ce moment-là, et je me suis dit, il y avait l'ancienne perfectionniste, très scolaire, j'ai dit, bah, t'as pas essayé ça, t'as plus qu'à. Rien à perdre. Ouais, ça s'est imposé, de toute façon, c'était vital, j'étais dans l'hyperagitation. Et j'ai pratiqué régulièrement, il s'est passé plein de choses. Et je me suis connectée à mon être, quoi. Et j'ai accueilli mon monde émotionnel. J'étais plus en lutte. Je suis passée du mode survie au mode vie. Wow. Grâce à cette prise à cet entraînement de l'esprit. Et cet entraînement de l'esprit aujourd'hui, vous l'enseignez quelque part? Ouais. À ceux qui viennent vous consulter. Ouais. Dans ce travail d'approche psychologique qui permet justement ensuite d'engager un travail sur le corps physique. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans ma prise en charge, les premières consultations, je vais mettre le patient dans la posture de vivre des expériences. Donc quand je propose au patient de vivre une expérience, il va déjà avoir la posture d'auto-observateur. Et avec la connaissance que j'ai de notre mode de fonctionnement et du travail que j'ai fait sur moi, je me suis aperçue que le premier poison, et ce qui nous fait beaucoup de tort à tous quand on veut créer un nouveau comportement, c'est que quand on n'y arrive pas, comme on n'a pas forcément une bonne estime de soi, on va être tout de suite dans le jugement, la culpabilité. Et tous les patients qui viennent me voir, quand je leur demande, je sais la réponse, très souvent, je leur dis, vous avez l'impression que vous êtes dur avec vous ou est-ce que... Ah bah oui, je suis plutôt dur, ouais, plutôt dur. Et ça, il y a plein d'explications à ça. Mais du coup, la posture d'auto-observation, et puis je leur dis surtout, vous observez, il n'y a rien à réussir. Vous observez, et puis avec bienveillance, c'est-à-dire, quoi qu'il va se passer, je vous demande rien d'autre que d'observer ce qui se passe en vous. Et du coup, ils vont déjà se mettre dans la posture de l'auto-observateur. Après, la deuxième consulte, on fait cette fameuse expérience qui est connue dans le monde de la méditation, de pleine conscience, la dégustation du grain de raisin. Et là aussi, c'est vrai qu'en consultation, il y a un avant et un après. Il y a à quel point on est dans notre mode automatique. Mais je dénigre pas, surtout pas le mode automatique. Il a sa fonction, nous rendre la vie plus simple, confortable. Mais la difficulté, c'est quand il prend le dessus et qu'on le subit. Et c'est vrai que donc après, pendant mes consultations, je suis en direct avec le patient. Je danse avec lui, c'est-à-dire que quand on parle, s'il vit des émotions, je m'arrête. Ok, c'est comment vous, chose qu'on sait pas faire quand on les subit, nos émotions. Donc il y a du travail de psychoéducation des émotions, c'est hyper intéressant d'expliquer parce que quand je demande aux patients, mais vous savez à quoi elles servent nos émotions? Moi je le savais pas, enfin je sais pas. C'est vrai que quand on pose la question brute comme ça, je suis pas sûr que tout le monde soit capable de répondre. Ouais, la colère à quoi elle sert? Bon, toutes nos donc et du coup, pour revenir à ce que vous disiez, la méditation, le plus difficile pour moi, c'est de voir à quel point moi, ça m'a sauvé la vie, à quel point j'ai pas envie de dire à quelqu'un, je veux pas être une dictatrice moi, ça m'a sauvé, il faut que ça vous sauve, parce que ça serait pas du tout... Moi, je suis là pour aider le patient à se trouver par lui-même, faire naître qui il est,
mais pas imposée. J'aime pas les dogmes. Et par contre, c'est vrai que j'aime bien dire que j'ai peu de convictions, mais celle-ci, elle est vraiment, c'est que un mental hyper agité, je l'ai vécu, hein, il empêche l'accès au corps. Et quand on dit un mental hyper agité, c'est une personnalité à l'intérieur de nous qui est ce qu'on est. Hein, on n'a pas encore défusionné. La méditation elle va nous permettre de voir le personnage qui est en nous. Si le personnage, il est chouette et que tu es heureux avec, c'est OK. Mais si tu observes ton personnage et puis qui te tire plutôt vers le bas que vers l'élan de vie, et puis notre être, lui, il veut aller vers la vie. Donc, à un moment donné, c'est vrai que je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a des êtres qui se réveillent plus qu'à un moment donné? Mais bon, si on pense à la vie perpétuelle, chaque chose en son temps, et on est là pour vivre ce qu'on a à vivre. L'entraînement d'esprit, c'est vrai que j'ai tendance vraiment à essayer de motiver, enfin, à sensibiliser les patients. Ouais. Ce qui doit pas être simple, hein. Ben non, mais ce qui est intéressant, alors ce qui est pas évident, c'est que j'ai connu, du coup, moi, la pratique méditative qui m'a sauvée en 2014. Il y avait l'avant-Covid, et là, on parlait pas trop méditation, etc. Puis après, avec le Covid, ça a explosé, et puis maintenant, c'est devenu galvaudé, c'est devenu un outil, c'est devenu un truc compliqué, c'est devenu, enfin, il y a plein de trucs, quoi, alors que on est la conscience, on a le mode d'automatisme, et il faut apaiser le mental, et puis retrouver c'est beaucoup plus simple qu'on peut le dire aujourd'hui. J'allais dire le vendre, parce que en plus ça coûte cher, alors que c'est gratuit. Chez toi, le plus dur, c'est que nous, on passe notre temps à être dans l'action, dans le faire, parce que quand on souffre, bah, ça nous évite d'aller se confronter à notre souffrance. Et la méditation, c'est ne rien faire pour aller à la rencontre de notre être. Et après, faire, mais avec lui. C'est là où vous avez toute votre singularité, Carole, c'est que vous avez une approche quand même qui est assez étonnante pour une diététicienne. D'ailleurs, je trouve que presque la diététique, dans votre approche, elle est presque secondaire. J'ai le sentiment que le bien-être, au sens large du terme, de l'être-té, je veux dire, est plus en avant que l'expertise diététique pour la perte de poids. Et c'est avant tout le bien-être de la personne qui vous consulte. Et donc, par voie de conséquence, sans doute la perte de poids. Ouais, je vais être coquine parce que c'est l'être. C'est le bien-être. J'ai compris que le bien-être, ça nous bouffe tous. Parce qu'on cherche le bien, et du coup, on a en nous cet antagonisme de lutter contre le mal. Et j'ai compris que c'est juste de trouver son être. Et parce que le bien-être, ça veut dire que quand j'ai des émotions désagréables et que je suis dans le mal, j'accepte pas ces émotions désagréables. Et l'être, il fait pas la différence entre le bien et le mal. Et que de dire mon approche de diététique, c'est l'être qui mange. Enfin, c'est le rapport à soi. Mais c'est vrai que c'est pas une diététique. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand les patients, j'aime beaucoup quand je les vois dans la salle d'attente, ils sont souvent très renfermés, ils s'imaginent que je vais être là, Carole Bouchonnet qui va leur faire un régime. Alors souvent, je leur dis, vous savez, si j'avais la puissance que ça marche moi, là où tous les autres ont essayé, ça serait super, mais ça marche pas, donc on va faire autrement. Mais c'est plus, c'est la porte d'entrée, la diététique. Mais la relation à soi va faire qu'après, même si je parle pas des aliments, les patients, ils mangent bien, quoi. Enfin, normalement. Ils mangent normalement, voilà. Il n'y a pas de bien ni de mal. Ouais, ils sont heureux de manger. C'est passionnant en tout cas. Et je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de commentaires, notamment sur cette émission et la manière dont Carole Bouchonnet appréhende son expertise de diététicienne, qui va, vous l'aurez compris, bien au-delà de la simple action de diététicienne, et vraiment, c'est important, cette prise de conscience de l'être que nous sommes, et puis apaiser cet être pour qu'on puisse ensuite retrouver une sorte d'équilibre qui passera aussi par l'équilibre alimentaire, pour le coup, même si vous n'aimez pas ce mot. Ouais, j'aime pas ce qui est sous-entendu par l'équilibre alimentaire. Oui, d'accord. Le patient, parce que les patients qui ont essayé de manger équilibré, qui ont repris du poids. Je me souviens d'une femme médecin qui me dit lors d'une formation, moi j'aime bien le régime,
fais un peu de pub, je devrais pas pour Weight Watcher, mais c'est pas de la pub parce que ce régime-là, il est bien parce qu'au moins les patients, ils perdent du poids de manière équilibrée. Oui, mais est-ce qu'ils en reprennent? Oui, 80%, pareil. Et du coup, perdre du poids de manière équilibrée, c'est peut-être mieux que de perdre du poids, je sais pas si on peut dire déséquilibré. Mais le problème pour le patient, c'est que quand il reprend du poids, il redonne naissance à des cellules graisseuses, il va être encore dans une mésestime de lui, une culpabilité. Donc, de toute façon, c'est encore pire. Donc, ce que je dis, c'est que l'être, si on se remet à sa connexion, et c'est possible beaucoup plus facilement qu'on peut l'imaginer, faut-il être prêt et aller à la rencontre de soi, ralentir dans un monde qui va très vite, c'est ça le plus difficile aujourd'hui. Et se faire aider. Comment? Et se faire aider. Ouais, se faire aider. Et ce que je voulais dire, c'est que le corps, il aime l'équilibre alimentaire. Mais il va me dire, là, tiens, j'ai faim, j'ai envie de manger du Nutella, je suis en phase avec, j'ai ma pensée qui me dit, c'est OK, j'aime le Nutella, je le mange, il va bien l'assimiler. Je mange du Nutella avec la pensée que c'est pas bien, je devrais pas, je vais grossir. L'aliment, il n'est pas assimilé de la même manière dans notre corps. Et si j'écoute à chaque fois mon corps et que je suis en accord avec lui, il aime l'équilibre. Le corps, il est en permanence en quête d'équilibre. Quelle leçon. Merci beaucoup, Carole. Merci infiniment. N'hésitez pas à partager. On va vous mettre autour de la vidéo. Vous consultez aussi en visio et tout ça? Ouais, en visio. En visio ou à Bourges? Oui, à Bourges. Directement chez vous. Donc n'hésitez pas, on vous met autour de la vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Carole Bouchonnet. Et on se retrouve très très vite pour un prochain Index. Salut!